Voilà, la situation de notre pays est, du point de vue de ce qu'est vraiment une démocratie, et on ne veut pas me substituer au professeur Rousseau qui, sur ce sujet, vous en dira plus que moi, mais elle n'est pas bonne. Pour une raison simple, c'est que traditionnellement et depuis longtemps, la France n'est pas réellement une démocratie au sens classique des pouvoirs démocratiques tels qu'ils ont été définis par les grands penseurs politiques. Alors, je ne fais pas l'affront de me référer à Tocqueville, mais enfin, un pouvoir démocratique se caractérise par un exécutif responsable devant un législatif, ça n'est pas le cas. Il y a, je dirais, l'administration du gouvernement qui est responsable devant le Parlement, mais les pouvoirs sont à l'Élysée. L'Élysée n'est pas responsable devant le Parlement, et par conséquent, on voit bien là qu'il y a une sorte de rupture du contrôle de l'État par le pouvoir législatif, et ça diminue évidemment singulièrement l'intérêt, le sens et je dirais le devoir des élections. Mais il y a aussi l'indépendance de la justice. La justice n'est pas totalement indépendante. Son indépendance repose d'abord sur l'indépendance que les juges s'imposent à eux-mêmes quand ils se l'imposent. Mais il y a quand même un parquet, il y a quand même le siège, il y a quand même cette distinction extrêmement reliée à la chancellerie qui fonctionne dans certains cas, même si tout le monde s'en défend. Et puis, le troisième pouvoir de la démocratie, vous le savez, c'est la presse indépendante. De ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle l'est plus ou moins, mais elle l'est. Elle l'est. La presse indépendante absolue, je vous rassure tout de suite, j'en sais quelque chose. En France et à travers le monde, ça n'existe pas. Vous êtes toujours dépendant d'un système économique, d'une influence qui est derrière ce système économique. Vous êtes dépendant, ne serait-ce que par le budget pour l'audiovisuel public, de l'État qui vous sert le kiki tous les ans éventuellement, si vous n'avez pas vous-même une personnalité assez forte pour imposer. Par exemple, vous avez cité France 5 tout à l'heure, je dois dire que j'ai construit cette chaîne, comme fondateur puis comme PDG, contre l'essentiel du gouvernement, à l'époque. Mais ça a passé parce que nous avons vraiment dû imposer ça, parce qu'à ce moment-là, arrivait déjà une certaine dérive de l'audiovisuel public du fait de la privatisation de TF1 en 87. Autrement dit, la chose la plus importante, c'est que le pouvoir politique, exécutif, n'est pas contrôlé. M. Obama va devant le Congrès. Mme Merkel, quand il y a un sommet européen à Bruxelles, elle a un mandat du Bundestag, du Parlement. S'il arrive dans l'ordre du jour un sujet extrêmement important pour lequel elle n'a pas reçu de mandat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande une suspension de séance, elle remonte dans son avion, elle va au Bundestag voir la commission compétente, qui lui borne, fixe le mandat de négociation auquel elle a droit vis-à-vis de ses collègues européens. Elle revient, elle reprend le sommet. Voilà une démocratie. Elle a sans doute d'autres défauts, et la démocratie parfaite, je ne la connais pas. Mais au moins, il y a là l'essentiel, c'est-à-dire le contrôle démocratique sur l'appareil exécutif. Il y a autre chose qui s'est passé dans ce pays, pour des tas de raisons que le professeur sans doute citera, et qui sont, me semble-t-il, extrêmement dangereux. Le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Ceux qui ont tourné le dos au système. Ce qui explique sans doute la profusion de mouvements citoyens qui, constatant ce danger, se sont créés, ont essayé de donner de leur temps, de leur effort, parce que c'est des métiers de sacerdoce, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à gagner là-dedans. Si c'est des coups, seulement l'espoir d'essayer d'aboutir à quelque chose un jour pour rétablir la situation. Le deuxième parti de France, ce sont les extrémistes. Et le troisième parti de France, c'est tous les autres. Et si vous regardez aujourd'hui, par exemple, le pouvoir exécutif tel qu'il est fait, eh bien, c'est un pouvoir qui représente entre 16 et 18% de l'ensemble du corps électoral, c'est-à-dire, je ne sais pas combien, mettons 30% des électeurs des votants. Mais comment voulez-vous faire des réformes, un consensus, une cohésion nationale, alors que nous vivons des dangers extrêmement difficiles, graves, où il faudrait que l'État retarde au-dessus des sondages le matin et de la caméra du 20h le soir? Comment voulez-vous réussir ça avec un socle politique si réduit, si rikiki? Et voilà une des maladies que la paralysie progressive du système, le rétablissement progressif de l'autorité, pour ne pas dire l'impérium des partis, a apporté dans notre pays, ce qui fait que, de mon point de vue, je suis arrivé petit à petit à l'idée, en écoutant, en analysant avec ceux dont c'est le métier d'observer tous les jours,
à l'idée que nous avons eu deux ruptures dans l'après-guerre. La première pour la libération, il fallait purger, il fallait procéder à l'épuration des collaborateurs dans l'administration notamment. Il y avait une rupture. Et puis mettre la France moderne dans une modernité qu'elle n'avait pas encore, que ce soit du point de vue de l'agriculture, du point de vue social, du point de vue économique évidemment, du point de vue de la modernisation de ces structures, bref. La deuxième rupture, c'était 58, sous le poids de l'Algérie et de l'instabilité, mais chronique, hein, des gouvernements qui duraient 3-4 mois, et puis quand le parti que soutenait M. Intel pensait qu'il avait un autre candidat ou que le chef du parti voulait être le gouvernement, il faisait tomber. Donc c'était un bazar sans nom, parce qu'il ne peut pas y avoir de continuité politique dans une instabilité de l'exécutif, évidemment. Mais je pense que nous sommes à l'aube, 45, 58, de la troisième rupture, parce que ce socle est si étroit que ça ne va pas pouvoir durer longtemps, d'autant plus que notre pays a pris du retard, beaucoup de retard dans la modernisation. Ce qui ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire que petit à petit, nous sommes distancés par un certain nombre de pays qui nous imposent un poids économique que nous n'avons plus, une fluidité sociale que nous n'avons pas, un système d'apparatchik qui gouverne le pays. Vous pouvez prendre, pour moi, c'est 1784, multiplié par le jacobinisme. Le jacobinisme, c'est la centralisation. 1784, c'est la bourgeoisie de fonction, c'est-à-dire les mêmes personnes formées à peu près dans les mêmes moules gouvernent l'ensemble du pays. L'exécutif domine au Parlement, qui ne représente pas du tout la diversité sociale de ce pays, le Parlement. Il faut regarder ça, c'est stupéfiant. On est à près de 50%, je parle sous le contrôle, de gens issus de la fonction publique, que je reviens contre, je ne vais pas les critiquer, hein, c'est pas responsable. C'est qu'on n'a pas fait la loi en conséquence, et il n'y a pas 50% de citoyens français qui sont 565 millions, il n'y a pas la moitié, 32 millions de fonctionnaires, c'est ridicule. C'est dangereux parce que des lois hors sol se font qui ne s'appliquent pas bien. C'est ce qui m'a décidé à quitter tout ça et à essayer de développer avec l'énergie un dévouement des citoyens. Donc je dirais un mot et pour terminer. Les mouvements de citoyens, c'est je dirais, une ardeur extraordinairement intéressante. Ils devront lutter contre deux défauts, nous devrons lutter contre deux défauts. La dispersion tous azimuts qui tient lieu d'idées centrales, d'idées, de doctrines, de réformes bien pensées. Il y a une dispersion que les moyens numériques facilitent, ça c'est bien, mais encore faut-il que ce qui est dedans réunisse tout le monde, ne serait-ce que pour le critiquer, le modifier, etc. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, on voit bien, j'en ai fait l'expérience d'ailleurs dans un précédent moment, une précédente boutique, à condition qu'ils pensent qu'ils sont le vrai levier de l'avenir de la nation et que donc ils n'ont pas le droit de céder à l'égocentrisme. Personne ne peut se mettre en avant, quelle que soit la puissance de ses propositions. Et moi, je me consacrerai, je ne suis candidat à aucune élection, c'est mon troisième mandat et dernier mandat européen, j'arrête. Et donc, je pense qu'il faut, pour son pays, essayer de créer ce mouvement pour redonner quelque chose d'impérieux au système représentatif. La crise de la démocratie n'est pas simplement un problème français. Toutes les sociétés européennes, pensez à la Hongrie, pensez à la Pologne, pensez au Danemark, pensez à la Slovaquie, pensez à la Tchéquie, pensez à l'Espagne, pensez à la Grèce. Donc, nous sommes dans un moment historique où toutes les sociétés, au moins européennes, je ne vais pas aller au-delà, mais toutes les sociétés européennes s'interrogent en même temps, au même moment, sur, disons, à la fois les principes, les valeurs autour desquelles elles vont se constituer, et vous voyez déjà qu'en employant le mot constituer, je vous emmène un peu vers le droit, constitution, et les institutions qui vont faire vivre ces valeurs autour desquelles nous allons nous rassembler. Autrement dit, vous parliez de 1945, de 1958. Je pense que nous sommes tous, toutes les sociétés européennes, sont à un moment où elles doivent redéfinir les valeurs, se reposer la question, mais finalement, pourquoi vivons-nous ensemble? Sur quels principes vivons-nous ensemble? Et avec quelles institutions?
Et cette crise, ce malaise, ce qu'on a en démocratie, me paraît se manifester par une crise, une interrogation, au moins, ou un doute sur les trois principes qui, de mon point de vue, ont constitué jusqu'à aujourd'hui le mode de fonctionnement de notre démocratie. Et ce sont ces trois principes que je voudrais livrer à votre réflexion, à votre discussion, les trois principes qui me paraissent aujourd'hui fragilisés, remis en cause, et nous sommes à la recherche de nouveaux principes. Alors, quels sont les principes qui, de mon point de vue, font sens sur cette crise de la démocratie? Le premier, je pense, c'est le principe de ce que j'appelle la représentation fusion. Tout notre système, tous les systèmes politiques européens, je ne vais pas au-delà pour l'instant, mais tous les systèmes politiques européens reposent sur un principe qui a été énoncé par Sieyès dans le tiers État, qui est le suivant: le peuple, je cite de Lombard, le peuple ne peut penser, vouloir et agir que par ses représentants. Autrement dit, ce que nous avons, et Sieyès a l'honnêteté de dire, il faut relire le discours de 7 septembre 1789 à Diderot, Sieyès a l'honnêteté de dire, ce que nous mettons en place n'est pas la démocratie, c'est un régime représentatif. Et il dit, la France ne saurait être une démocratie, c'est-à-dire le peuple gouverne directement. La France ne peut être qu'un régime représentatif, c'est-à-dire un régime où ce sont les représentants du peuple qui décident à la place, au nom du peuple. La grammaire, si vous voulez, de notre système politique, c'est au nom d'eux. Et le peuple n'a qu'une chose à faire, se taire, ou au mieux, disait Montesquieu, le peuple est seulement compétent pour désigner les élus. Mais c'est une aberration de penser que le peuple peut élaborer lui-même, participer lui-même à l'élaboration des règles de la vie bonne, comme disait Aristote. Le peuple est simplement capable de désigner ses représentants, pas plus. Et nous vivons donc, depuis 1789, sur cette idée que le véritable souverain n'est pas le peuple, mais le Parlement, là où se trouvent les représentants. Et tout le monde, vous avez tous été, puisqu'on est dans des associations, lorsque des responsables d'associations vont voir un élu, pour demander ceci, demander cela, l'élu va dire, mais vous parlez d'où? De rien. Moi, je parle du suffrage universel. Je représente donc Lyon, la métropole. Vous représentez quoi? Un quartier, des citoyens, des intérêts privés, pas clair? Moi, je représente l'intérêt général. Et ce qui me paraît aujourd'hui en cause, c'est précisément cette conception fusionnelle de la représentation. Nous vivons jusqu'à présent sur l'idée que le corps du peuple et le corps des représentants ne font qu'un. C'est ce que j'appelle la représentation fusion. Et c'est ce principe-là qui, aujourd'hui, me semble ne plus être accepté par nos sociétés. Il y a ce que j'appelle un autre principe, qui est le principe de la représentation écart, c'est-à-dire la revendication par le peuple d'une autonomie de pensée, d'action, de vouloir, à côté, en dehors, voire contre la volonté, l'action et l'agir des représentants. Je pense que la question de la fusion, si je prends dans un autre domaine, si je prends dans un autre domaine que la politique ou le droit, je me souviens par exemple quand mes parents me disaient, un couple qui réussit, c'est lorsqu'ils font qu'un. Ils font qu'un. On voit bien la fusion. 1 et 1 égale 1. Dans cette idée-là, vous voyez bien que dans un couple, quand il y a fusion, il n'y a qu'une personne qui dirige, l'homme.
Un couple, c'est 1 plus 1. C'est l'autonomie de la femme, l'autonomie de l'homme. Eh bien, c'est pareil, je dirais, en politique. Hein. Il y a les représentants, ok, il ne faut pas supprimer les élus, mais il y a aussi les électeurs, les représentés, et eux doivent avoir une capacité de s'exprimer en dehors de la volonté des représentants. Et c'est précisément, cette prise de conscience progressive qu'on pourrait expliquer par des raisons sociologiques, que ce principe sur lequel on fonctionne depuis 89, la représentation fusion, que ce principe désormais n'est plus considéré comme légitime, normal, acceptable, que nos sociétés se fissurent. Le deuxième principe. Le deuxième principe sur lequel on vit jusqu'à présent, et qui est le corollaire du premier, c'est que nos sociétés fonctionnent. Alors, je vais faire du brutal, hein, comme on dit dans les guerre. Je vais faire du brutal, et puis on pourra nuancer dans les questions. Aujourd'hui, nos sociétés fonctionnent sur une seule figure du peuple. Alors qu'il y a une double identité du peuple. Vous connaissez la phrase « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Bon. Je suis professeur, si je trouve ça dans une copie, je mets 0. 3 fois le même mot dans une petite phrase, on va le faire, quoi. Non, ça ne le fait pas. Sauf si l'étudiant est suffisamment malin pour écrire le mot peuple de manière différente. Et faisons l'expérience. Le gouvernement du peuple, avec un P majuscule, avec un P minuscule, le petit peuple, quand on parle d'un quartier populaire, d'un cinéma populaire, des gens. Donc le gouvernement du peuple, nous. Par le peuple, avec un grand P. La nation. Pour qui? Pour le petit peuple ou pour le peuple? Il y a donc une double figure du peuple. Il y a le peuple avec un grand P, l'être abstrait, le concept. Et puis il y a le peuple avec un petit p, c'est-à-dire les citoyens concrets, là où ils sont, dans leur travail, dans leur quartier, dans leur village, dans leur campagne, etc. Eh bien, toutes nos sociétés aujourd'hui sont fondées sur une seule figure du peuple, la figure abstraite du peuple. Et ce qui est oublié, c'est le peuple concret, situé dans son travail, dans son quartier, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Et ce qui est en train de craquer aujourd'hui, c'est précisément que cette figure du peuple concret, du citoyen concret réel qui existe, eh bien, lui, il émerge. Et donc, c'est le principe, me semble-t-il, du peuple abstrait sur lequel on a fonctionné jusqu'à présent, qui est fissuré et émerge la prise en compte des citoyens concrets qui demandent à ce que nos institutions prennent en considération la singularité de leur histoire, la singularité de leur parcours. Et vous voyez, c'est comme un concept n'existe pas. Le chien n'existe pas. Il n'existe pas. Il dit c'est le teckel, le chianou, et le chien, c'est un concept. La nation française, ça n'existe pas. On ne peut pas manger avec la nation. Mais vous pouvez manger avec le peuple. Il suffit de mettre 65 millions de chaises et on mange ensemble. Donc, est-ce qu'on bascule quel est le principe à partir duquel on fonde une démocratie? Est-ce que c'est le peuple abstrait ou est-ce que c'est les citoyens du concret? Dernier principe qui me paraît fissuré, et tout ça, s'emboîte, ces 3 principes, me semble-t-il, s'emboîtent les uns dans les autres, et quand il y en a un qui se fissure, le reste se fissure, c'est le principe du décalage entre des institutions qui sont fixes et une société qui est fluide. Autrefois, notre société était une société solide. Elle reposait, sous l'Ancien Régime, sous des ordres, tiers état, le clergé, la noblesse, ensuite sur des classes sociales. Bon. Et aujourd'hui,
on est une société d'individus, pas une société individualiste. On est une société d'individus et c'est tant mieux. Je pourrais revenir là-dessus. Si vous voulez, dans la discussion, je tiens beaucoup à cette différence entre société individualiste et société d'individus. Nous sommes aujourd'hui dans une société d'individus, donc une société fluide, où on se marie, on divorce, on se marie, etc. Et on change de métier, on change de quartier, on change de ville. On est dans une société qui est fluide. Mais on a des institutions qui sont fixes. Et par conséquent, qui ne peuvent pas remplir soit leur rôle de représentation. Puisque il n'y a aucune institution, aucun mécanisme, aucun instrument, aucune procédure permettant de donner vie à cette fluidité. On a des institutions qui aujourd'hui ont été élaborées au XIXe siècle, lorsque la société était solide, et on n'a pas des institutions permettant à la fluidité actuelle de notre société d'exprimer ces différents parties. Ce sont donc ces trois principes, le principe de la représentation-fusion, le principe du peuple abstrait et le principe de la fixité institutionnelle, qui me paraissent ces trois principes qui me paraissent être aujourd'hui remis en cause, pas seulement en France, mais dans les sociétés européennes, et qui nous obligent, nous et les générations à imaginer quels sont les principes sur lesquels on pourrait refonder un système politique qui reste démocratique. Excusez-moi, et merci. Donc, dans le mouvement Ma Voix, le mouvement Ma Voix est parti d'un constat. C'est qu'on était devant un système politique qui ne nous respecte pas et qui ne nous entend pas. Le monde politique aujourd'hui est un monde en jeu. C'est je suis élu, ou je suis l'élu si on veut. C'est la motivation, c'est l'intérêt personnel en fait de chaque élu. Et le but c'est sa carrière. Par opposition, il y a les citoyens, la vraie vie, le nous, notre monde à nous, le monde des citoyens, de l'intérêt général, et aussi la multitude d'avis. Dans le monde politique, c'est le monde de la représentation, donc des représentants, mais des représentants des partis, avant tout, avec un combat assez perpétuel entre la majorité et l'opposition. Nous, les citoyens, nous votons, soit pas du tout, soit par dépit, soit contre le système. Nous votons pour une personne, pour un parti, mais jamais pour des lois. Dans le monde politique, on constate les abus de pouvoir, la corruption, l'influence. Du côté des citoyens, nous nous sentons exclus des débats, des décisions qui influencent nos vies. Nous n'avons plus confiance. Si vous voyez bien sur les petits cartons d'invitation, il y a un petit titre qui s'appelle « Sommes-nous en démocratie ?» C'est la question qui a été posée sur le carton d'invitation. Et moi, je me suis posé la question d'où vient cette question. Parce que j'ai été habitué, comme vous peut-être, on m'a appris depuis toujours que la France est une grande démocratie. C'est une certitude politique, c'est une grande démocratie d'Europe. C'est même un modèle du genre, et il n'y a qu'à se plonger dans les textes officiels, que ce soit la Constitution, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme. Tous ces textes-là nous confirment que nous sommes une démocratie. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est amené à se poser la question, sommes-nous réellement en démocratie? Y a-t-il des signes qui nous prouvent que nous ne le serions peut-être pas? Alors, cette question, on n'est ni les premiers, ni les seuls à se la poser. Il y a quelques années, il y a José Saramago, un écrivain portugais, qui posait cette question en des termes un peu plus rudes. Je vais vous lire sa citation. Saramago, si vous ne le connaissez pas, c'est un écrivain portugais donc, qui a été prix Nobel de littérature en 1998. Il a écrit un bouquin formidable qui s'appelle La lucidité. Et la lucidité, c'est sans avoir de parti pris. C'est une fiction qui raconte un vote blanc majoritaire à un scrutin électoral et donc la déroute et la débâcle des partis politiques. Il y a du parti pris évidemment, mais le bouquin est quand même formidable.
Dans son interview, José Saramago dit « Qu'est-ce que cette statue intouchable qu'on appelle la démocratie? Comment fonctionne-t-elle? Pour quel profit? Comment les gens peuvent-ils accepter de jouer avec des règles truquées? Que se passerait-il s'ils en prenaient soudain conscience ?» Il pose des bonnes questions, l'ami José. J'ai à peu près qu'on se pose aussi ce soir comme question. Pour comprendre ces interrogations, je me suis intéressé à l'aspect pratique de notre démocratie. Parce que les beaux discours, les déclarations d'intention, c'est une chose, surtout en politique, je pense que c'est bien. Mais d'un point de vue concret, qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes réellement démocratiques? Et ce qui me saute aux yeux, la preuve évidente de cette démocratie, c'est que nous avons le droit de voter. Et ce vote, cet acte de vote, c'est vraiment à la fois le symbole et l'expression de notre démocratie vivante. Si on veut comparer avec le bulletin de vote, serait la démocratie ce que la carte bleue est à l'institution bancaire, si vous voulez. C'est à la fois le symbole et le moyen d'expression. Si on pose la question à un politicien de carrière, alors j'utilise volontairement politicien de carrière et non pas professionnel de la politique comme expression, parce que dans l'expression professionnelle de la politique, il y a peut-être une dimension compétence que, a priori, je ne reconnais pas, si ce n'est celle de rester accroché au mandat, mais c'est bien la seule. Chez ce politicien de carrière, donc, l'idée de la démocratie serait que, dans une démocratie, nous avons le droit de désigner, grâce à notre vote, nos représentants. Ça, c'est la version officielle que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme ça que fonctionne notre système électoral. Nous votons pour nos représentants, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Dans une dictature, on impose un chef et les citoyens ne sont pas concernés. Dans notre démocratie, il y a des partis politiques qui imposent des candidats et nous avons la possibilité, grâce à notre vote, de choisir un vainqueur parmi les candidats que nous n'avons pas choisis. Il se pose quand même malgré tout la question de la représentativité des partis, et en tous les cas de la légitimité de ces partis politiques à limiter l'offre politique exclusivement aux partis politiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres bonnes idées ailleurs? Je rappelle par ailleurs que l'ensemble des partis politiques représente en termes d'adhérents moins de 2% du corps électoral. Est-ce que vous imaginez par exemple est-ce que vous diriez que le canoë-kayak est le représentatif de l'ensemble du sport français? Je prends l'exemple du canoë-kayak parce qu'il y a plus d'adhérents à la Fédération française de canoë-kayak que dans les trois partis principaux, que sont la droite, la gauche et le Front National. Donc on peut se poser la question de cette représentativité. Pardon, j'ai perdu une petite note. Contrairement à la vision purement politique du politicien de carrière que j'évoquais tout à l'heure, une autre vision de la démocratie, c'est celle que je partage, et c'est que peut-être nous sommes nombreux à partager ce soir, c'est que tous les citoyens auraient la possibilité de se présenter à une élection. Alors ça, vous pouvez peut-être répondre que ça existe déjà. En fait, il suffit d'avoir 18 ans, d'être inscrit sur les listes électorales, d'avoir un casier vierge, et on peut se présenter à n'importe quelle élection. A priori, en théorie, ça fonctionne. Mais en théorie, ça fonctionne, mais seulement en théorie, pardon. Parce que dans la pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vous rappelle par exemple que lorsqu'on est candidat à une élection, on doit fabriquer soi-même ses propres bulletins de vote. L'État va les distribuer dans les bureaux de vote pour que tout le monde puisse aller voter dimanche, mais ce sont les candidats qui fabriquent les bulletins, à leurs frais. On est 45 millions d'électeurs à peu près en France, il faut faire 2 fois cette quantité-là, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, et quand on n'a pas de magasin, c'est pas très facile à financer. Alors pour les partis politiques, cette règle-là, elle n'est pas très compliquée, c'est pas un obstacle, pour 2 raisons. D'abord, ils sont assurés d'atteindre des seuils de remboursement qui vont nous garantir finalement le remboursement des frais. Et puis en plus, ils accèdent toute l'année au financement public de la vie politique, ce qui leur permet de financer dans un premier temps les fameux bulletins de vote et tout le reste. Alors, je vous rappelle que le financement public, c'est vos impôts. Donc, leurs bulletins de vote sont financés par vos impôts. Vous pouvez être content.
Cette disposition très concrète et très particulière qui fait qu'il y ait un filtre en termes de représentation de l'offre politique, il y a d'abord un filtre des partis qui n'est pas obligatoirement très représentatif. On l'a vu tout à l'heure par rapport au nombre de représentants issus de la société civile ou issus du monde ouvrier. Mais il y a également un filtre financier, parce que seuls les plus argentés auraient la possibilité d'accéder au financement de leur campagne. Ça veut dire que cette démocratie ressemble davantage à une forme d'oligarchie des riches que d'une réelle démocratie, puisque seul un petit nombre de personnes a la possibilité de se présenter, ceux qui sont issus des partis, et en plus les plus riches. Et cette sélection, à la fois du petit nombre et à la fois une sélection financière, est en opposition avec l'article 3 de notre Constitution, si on est un petit peu sensible. Le professeur Gusson nous dira peut-être, puisqu'il est dit, je me la suis noté, l'article 3 de la Constitution, parce que c'est pas obligatoirement un texte facile à retenir par cœur. J'ai noté un extrait, pardon, je retrouve ma petite feuille. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, Aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. » On peut pointiller, titiller sur les mots, mais on peut aussi imaginer qu'une section du peuple, c'est les partis politiques. Et c'est vrai que dans cette mesure, on est un petit peu en contradiction avec l'esprit de l'article 3 de notre Constitution. Mais ce n'est pas la seule contradiction qu'on puisse connaître. Moi, j'ai noté 2-3 petites choses. Aux législatives de 2012, par exemple, une quinzaine de députés ont été élus en bénéficiant du désistement du second candidat du second tour. Ça veut dire qu'ils sont trouvés tout seuls au second tour. Alors, un seul candidat au second tour, même si vous êtes nul en maths, je vous rappelle que ça fait 100% des voix. Le référendum du 29 mai 2005, par exemple, le traité européen, quand on voit qu'il n'a pas été respecté et que la volonté des électeurs a été bafouée, on peut se poser la question de savoir si on est réellement dans une démocratie. Et quand on voit l'acharnement, un sujet qui m'est cher, l'acharnement de ne pas reconnaître le vote blanc, pour le coup, on interdit la possibilité aux électeurs de manifester ou d'exprimer un désaccord autrement que dans ce recours à l'abstention ou au vote sanction. On peut se demander si vraiment nous sommes dans une démocratie. Et puis quand on regarde le système mafieux dit des parrainages, c'est pas moi qui l'invente, ça s'appelle comme ça, ce système qui favorise principalement les candidats des partis politiques et au détriment d'une sélection réellement populaire. Je vous rappelle qu'il y a eu un débat pendant la campagne de 2012 où il était question peut-être d'un parrainage citoyen. L'idée était bonne avant l'élection de François Hollande et trop compliquée après l'élection de François Hollande. Finalement, on peut se demander si ce ne serait pas une bonne idée ou une bonne piste. Alors, le débat que nous avons ce soir, évidemment, sur sommes-nous en démocratie, il n'est pas sans arrière-pensée. On va être honnête. Nous sommes réunis autour de cette question à un an de l'élection présidentielle, parce que pour certains, c'est mon cas en tout cas, on a un projet pour l'élection présidentielle et pour les différentes échéances électorales de 2017. Je vais juste revenir sur cette histoire de parrainage, parce que j'ai noté 2-3 chiffres. Je ferai vite. C'est fini. Vous savez, il faut 500 parrainages pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il y a une nouvelle loi de M. Roas, qui est notre nouveau garde des Sceaux, qui a été votée en décembre dernier, et qui stipule que dorénavant, les parrainages devront être rendus publics au fur et à mesure qu'ils parviennent au Conseil constitutionnel. Cette publicité des parrainages était vraiment quelque chose qui était critiqué, non pas seulement par les petits candidats, mais aussi par les élus eux-mêmes, qui ne donnent pas de parrainage parce qu'ils ne veulent pas être menottés ou menacés éventuellement par des représailles issues de la région ou des partis politiques. Alors quelques chiffres. Il y a environ 42 000 signataires en France, dont 36 000 maires à peu près. En 2012, sur les 42 000 signataires possibles, le Conseil constitutionnel n'a reçu que 15 000 signatures. Ça fait à peu près 65% d'abstention chez les élus. Juste pour l'anecdote, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, n'a pas eu ses signatures. Corinne Lepage, ancienne ministre du gouvernement Juppé, déjà candidate en 2002, elle n'a eu que 450 à peu près parrainages, elle n'a pas eu les 500 parrainages. Et à l'inverse, un candidat
qui avait réussi à avoir ses parrainages en 95, qui n'avait fait que 0,28% des voix, il a réussi à avoir une deuxième fois ses parrainages en 2012 et il a réitéré son score de 0,25. Jacques Cheminade, pour ceux qui avaient oublié le nom. Alors pour conclure, et je vais transmettre la parole, le micro à David, du coup, je voudrais rappeler la citation du général de Gaulle, tout simplement, au sujet de ses parrainages, parce qu'il avait eu une discussion avec ses ministres, et comme vous le savez, le général de Gaulle était plutôt favorable à ce qu'il y ait une grande diversité des suffrages et une grande diversité des candidatures à l'élection présidentielle. Et ses ministres étaient plutôt opposés. Et donc il disait ça, le grand Charles. Pourquoi toutes ces personnalités ne pourraient-elles pas se présenter ? Pourquoi voulez-vous absolument les en empêcher? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas précisément que tout le monde puisse se présenter à une élection? Le peuple fera le tri. Il le fait bien pour une élection législative. Il le fera à plus forte raison à l'échelle de la nation. Je vous laisse le juge pour voir si c'est vraiment la réalité du scrutin. Bonsoir à tous. Je trouve le débat un peu triste quand même. Il y a des solutions, Le constat est un peu triste. Alors je crois qu'on partage un peu tous le constat, une crise de confiance, une crise de représentativité. Il ne faut pas oublier que la Ve République est bâtie autour des partis politiques. Il figure à l'article 4 de la Constitution, au même rang que la devise nationale, que le drapeau français, donc c'est dire l'importance que leur donne. Et tant que les partis remplissaient leur rôle d'échange, de lieu de synthèse, ça ne posait pas de problème. Sauf que ça fait bien longtemps qu'ils ne remplissent plus ce rôle-là et que les citoyens ont déserté les partis. Pourquoi? Pour aller dans des mouvements citoyens, pour aller dans des mouvements associatifs, tout simplement pour s'impliquer sur le terrain, sur le local. Les citoyens n'attendent plus les partis pour faire, et c'est ça qu'à la première parole, on essaie de mettre en avant, c'est ceux qui font et non pas ceux qui promettent. Alors, crise de représentativité, Stéphane nous disait, c'est aujourd'hui les partis politiques en France, vous prenez les 3 plus gros, FN, PS et Républicains, c'est 365 000 personnes, c'est 1,5% de la population française. Et pourtant, c'est eux qui choisissent les candidats qui se présentent aux élections. On s'en rend pas compte forcément au début, on se dit on a la droite, de la gauche, du centre, etc. Mais en fait, non, le casting est imposé par les partis en interne. Donc, en 2017, vous aurez François, Marine et puis Nicolas, je ne sais pas. Donc, soit vous avez envie de voter pour eux, soit vous abstenez. Donc, il faut trouver une solution à ça. Donc, il faut faire émerger des nouveaux talents. Et des nouveaux talents qui ont de l'éthique, qui font. C'est la crise de confiance qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le lien de confiance est plus que brisé, rompu avec la plupart des représentants. Il faut se garder de généraliser, bien sûr. On se rend compte que plus on va loin du citoyen, moins la confiance est grande. Ceux qui ont la plus grande confiance sont encore les maires. Mais grosse crise de confiance, parce que faut pas se le cacher, en France, il y a un manque cruel de politique de résultats. Voilà, ils ont tous essayé, ils ont tous échoué. Il n'y a pas cette culture de résultats. Donc les citoyens, voilà, ils sont plus représentés, les politiques échouent pour la plupart, donc ils veulent du nouveau. Donc avec la première porte, ce qu'on essaie de faire, c'est recentrer les citoyens au centre, enfin recentrer les citoyens dans la démocratie. C'est-à-dire, on va permettre à tout le monde de pouvoir proposer les personnes qu'ils ont envie de voir s'impliquer dans la vie politique. Ça, c'est le niveau 1. C'est vraiment vous réimpliquer, vous allez reprendre votre carte d'électeur, vous allez la recoller si vous l'aviez déchirée, et vous allez participer à la primaire forum pour choisir les gens que vous voulez voir s'impliquer. Et pourquoi on vous demande ça? Parce qu'on va souhaiter faire émerger justement des personnes qui font, mais pas qui promettent. Et une fois que vous avez remis les citoyens dans le centre de la démocratie, une fois que vous faites émerger des nouveaux talents, vous recréez le lien de confiance. Alors, pour synthétiser, ça va se dérouler en 2016 avec notre outil. C'est un outil numérique, hein, j'insiste bien là-dessus, on n'est pas un parti politique. On est un outil ouvert, c'est-à-dire que toutes les tendances politiques pourront venir sur notre outil. On a déjà des candidats qui vont déclarer qu'ils viendraient, on a de la gauche, de la droite, du centre. Et comme nous disait tout à l'heure monsieur avec qui je discutais avant, ça n'a plus de sens aujourd'hui, ces notions-là. Nous, on veut faire émerger des personnes qui vont justement dépasser ce clivage gauche-droite qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Le gouvernement, aujourd'hui, il a 15%, 20% de marge de manœuvre avec les flux mondiaux, démographiques, économiques, etc. Donc, la droite fait la droite, la gauche fait la gauche. Non, ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Donc, avec notre processus,
faire émerger des personnes qui sauront agréger des équipes mixtes, politiques, société civile, qui sauront co-construire un programme avec les citoyens, parce que dans notre processus, c'est prévu, c'est-à-dire que ils vont arriver avec un programme et une équipe préconstruite à 70-80%, mais ça va se finaliser avec les citoyens. Avec notre application, les citoyens pourront échanger avec les candidats et pourront construire le programme. Donc, pour simplifier, il y aura une première phase où on va identifier les candidats, une deuxième phase où on va les faire se rencontrer, les faire converger. On ne force à rien, on essaie vraiment d'agréger des équipes cohérentes, compétentes. Et après, il y aura des débats, on ira dans toutes les capitales régionales avec ces candidats qualifiés. Je passe très vite là-dessus, vous irez voir le site si vous voulez plus de détails. Voilà, l'idée c'est vraiment de renouveler l'offre politique et surtout, n'oubliez jamais une chose, le pouvoir appartient à celui qui le prend. Et c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le droit de vote. Donc, cessons cette frustration, cessons cette colère. Et contrairement à Stéphane qui est sur le vote blanc, moi je dis non, au contraire. Utilisez le droit de vote et faites émerger les personnes qui sont empreintes de démocratie participative, qui vont justement vous permettre d'avoir ce flux continu entre la décision politique et l'implication citoyenne. Aujourd'hui, vous voulez vous impliquer localement, tant qu'il n'y a pas une décision politique qui valide, par exemple, votre pôle emploi citoyen à Reims, par exemple, votre bouquet dans le Nord avec des Bertrand pour Alexandre Germain, tant qu'il n'y a pas une décision politique, vous ne pouvez pas le faire. Donc il vous faut des hommes et des femmes de conviction et qui sont empreints de démocratie participative. C'est ça qu'on essaie de faire à la primaire programme. Je voudrais demander à M. Cavalla, qui fréquente les députés européens, est-ce qu'il y a des députés, est-ce qu'il y a des élus qui sont d'accord avec tout ça? Quel est le pourcentage, quel est le nombre de personnes qui sont d'accord avec ce qu'on est en train de raconter? Je vous mentirais si je disais qu'il y a une manifestation devant mon bureau qui rassemble les 70 députés, 76 députés, 117 députés français, que les Français ont envoyé au Parlement européen pour dire faites ce que vous venez de dire. Donc c'est pas vrai, mais il y en a tout de même, il y a un constat très important. De toute façon, les députés d'aujourd'hui sont des chômeurs de demain, donc tout ça doit changer, c'est pas un problème. Mais pour dire la vérité, il y a des gens qui savent bien, d'abord, comment dirais-je, le désintérêt, parfois la colère, que manifeste avec certaine brutalité, même parfois. L'électeur n'est pas toujours non plus l'être suprême, hein. Il a tous les défauts des élus, lui aussi. Mettons les choses, l'église au milieu du village, si je puis dire. Mais beaucoup de gens ont le sentiment d'être dans un système qui n'est plus en prise sur la réalité des aspirations nationales. Je viens par exemple sur le terrain français. On est dans une crise très importante, c'est clair, tout le monde le sait, les journaux tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et c'est une réalité. Eh bien, moi je pense que le moment est venu de déclencher un mouvement positif qui propose un projet d'avenir qui sera choisi, approuvé, voté, détruit, déconstruit, reconstitué par la base. Et pour ça, il faut aider la politique, contrairement à ce que j'entends dire, y compris ici. Nous ferions une grave erreur de penser que ça n'est pas un métier. Il faut l'apprendre. Les lois, c'est quelque chose. Je parle devant un professeur et certainement quelques autres juristes dans la salle. Les lois, c'est pas n'importe quoi. Les lois hors sol qui ne servent à rien peuplent les décisions des parlements souvent. Donc, les circuits, c'est très important. C'est un vrai travail qui demande une formation. Et si on veut être efficace et sincère, et non pas faire du bruit avec la bouche, pour mettre les citoyens, les femmes et les hommes, au milieu de la décision politique, il faut d'abord leur faire la pédagogie de ce qu'on leur propose, deuxièmement leur donner le pouvoir de déconstruire, de modifier ce qu'on propose, donc il faut que ce soit très large les propositions, leur demander de proposer ce qui n'a pas été, ce qui a été oublié, ce qui n'a pas, leur donner un pouvoir de proposition législative ou programmatique, faire voter, parce que ces systèmes spontanés ont besoin de deux choses. On a l'outil numérique maintenant, on a donc franchi une énorme étape. Mais les idées, les programmes, ce qui est bon pour l'avenir du pays, numérique ou pas,
Il faut les avoir, il faut les réfléchir, ça ne vient pas sous le sabot d'un cheval ou par 3 ou 4 clics sur Internet. Naturellement, il faut quand même savoir que les pourvoyeurs d'accès, c'est quand même que des tuyaux. Naturellement, c'est un facilitateur de démocratie à condition de préparer la matière et de former les gens. Moi, par exemple, je me fixe pour premier rôle dans notre mouvement générationcitoyen.fr de faire la pédagogie des gens. Je ne crois pas qu'on enverra un président de la République ou une présidente télévisée, ou alors il faudrait une coïncidence extraordinaire, mais... Moi, j'ai une réaction après ce que vous avez dit, que les gens doivent être compétents, c'est ça que vous avez dû dire, je crois. Que la politique est un métier et il doit être compétent. Il faut acquérir une compétence, oui, voilà. bien sûr. Moi, je suis scientifique et je réagis à partir de ça. Dans le monde politique, il n'y a pas de scientifique parmi les politiques. Or, je m'excuse, et la société évolue par la science. Nos sociétés ont fait des progrès grâce aux sciences. En bien et en mal. Or, et nos politiques n'ont pas de formation scientifique. Quand on leur parle, ils ne nous écoutent pas. Parce qu'ils nous prennent pour quelqu'un de rêveur, n'est-ce pas? Alors, il faudrait peut-être aussi là, dans ce domaine, un cherchage un peu, parce que c'est l'avenir de notre pays aussi. On vit dans la mondialisation et on a besoin aussi d'être top au niveau de l'innovation et tout ça. Et on a besoin de scientifiques, mais on dit... Je vous approuve totalement. Dans les institutions européennes, par exemple, 5 secondes, on a nommé un prix Nobel de sciences, Jean-Pierre Bourguignon, qui n'est pas rien. Le prix Nobel de mathématiques n'existe pas, ça s'appelle la médaille Fields. Hein? La France est le pays au monde qui a le plus de médailles Fields. Le plus. Les mathématiciens français sont excellents. Oui, bah, les je le reconnais. Mais cet homme ne dirige pas la politique scientifique de l'Union européenne. Et en France, la politique scientifique, elle est dépourvue de moyens économiques. Vous voyez bien que ça ne va pas. Ce ne serait pas compliqué d'accepter ça. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut le dire, une bourgeoisie de fonction a confisqué les leviers du pouvoir. Il n'y a pas de professeur de chez vous, très peu. Il y a quelques avocats dans le gouvernement ou au Parlement. Il y a quelques médecins. Mais encore une fois, il n'y a pas d'ouvrier. C'est une maladie très grave, ça. Et vous me comprenez bien. Il faut être compétent. Si on n'est pas du métier, on est suffisamment intelligent pour apprendre. Mais il faut donner aux gens le moyen. Le politique aura toujours un moyen de revenir effectivement aux autres fonctions politiques. Le privé, celui de l'ouvrier, le technicien, l'ingénieur, le scientifique, etc. S'il perd pied dans son job pendant 1 ou 2 mandats, 10 ans pour le mandat, que bien tient après. Donc il faudrait effectivement prévoir, comme on le fait maintenant dans cette mécanique des entreprises, il faut prévoir également un retour de ces gens dans leur activité. Il faut un statut de l'élu qui mette sur un pied d'égalité les gens issus de la fonction publique et les gens issus du privé. C'est possible, beaucoup de pays l'ont fait. Je voulais poser la question de savoir si vous pensiez que c'était réalisable, complètement utopique, d'avoir un système de votation comme nos voisins suisses, parce que les lois qui sont votées le sont avec beaucoup de bon sens, parce que quand c'est toute la population qui répond à des engagements de frais ou des choses comme ça, on a des enfants en Suisse et je peux vous dire qu'on a l'impression qu'ils tiennent mieux la route que chez nous. Sans monopoliser, je vous fais une réponse. Je suis très favorable à ça parce que c'est la première étape de la politisation. Finalement, comment on peut faire pour que le peuple puisse agir directement au niveau de la Constitution, la modifier, faire en sorte que le peuple ait plus de pouvoir? Pourquoi pas le tiers? C'est vrai que vous n'avez pas parlé de Constitution, et je pense que c'est le cœur du problème, comme Étienne Chouard l'a dit. Je pense que M. Rousseau doit y être sensible également. Je propose de vraiment marquer le coup pour imposer une constitution tirée au sort, enfin une assemblée constituante tirée au sort. Et je propose pour cela de ne pas participer justement à l'élection présidentielle, enfin de la boycotter complètement, et par le vote blanc. Et ensuite, dans le vote, ça pourrait être intéressant aussi, de proposer des députés, des candidats à la députation qui soient issus du peuple et qui auraient justement une chance de se faire élire
parce qu'il y aurait eu ce coup de boost lié à l'élection présidentielle qui aurait été complètement un échec pour toute la classe politique. Enfin, donc voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez de telle idée, sachant qu'il y a déjà 50% des citoyens qui ne vont pas voter, et qu'il y a également une défiance, enfin, on est 8% de Français apparemment à avoir confiance en notre classe politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un problème majeur dans le système actuel, c'est par principe le système électif d'aujourd'hui? Et en ce sens, j'entends tous les défauts qu'il a apportés depuis 1789. Donc, on peut citer que c'est un système qui donne le pouvoir directement à ceux qui le veulent, c'est-à-dire la pire chose qui soit, apparemment, suivant beaucoup de philosophes de l'époque, que c'est un système qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique via les partis politiques, comme vous en avez parlé. Et entre autres, c'est un système qui peut facilement être corrompu, beaucoup plus en tout cas que ce que proposait ce format de tirage au sort. Alors ma question elle est simple, quelles mesures on pourrait prendre dans une constitution, dans une assemblée constituante pour limiter, voire supprimer les défauts du système électif actuel? Et plus seulement jouer avec les règles du jeu d'aujourd'hui. Là, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. En France, il y a une constitution. Elle existe. En France, il y a une constitution, elle existe. On ne peut pas la changer comme ça, du jour au lendemain. Vous avez des idées, c'est bien. Moi, j'ai tendance à vous poser une question, avec quels moyens et quelle est l'échéance? Dans quel délai vous allez atteindre votre objectif? Maintenant, pour les élections présidentielles, ça sera, une fois qu'il y a un président, ça sera parti pour un certain nombre d'années. D'ici là, la France aura le temps de se dégrader à une vitesse grand V. Vous êtes parti d'un constat, 60% d'abstentionnisme en France, 65 millions de Français, moins 60%, ça ne dit rien. Ça représente combien de Français? Parce qu'il y a des gens qui peuvent voter dans les 65 millions, c'est plus de 18 ans. Il y en a qui sont mariés, qui représentent des familles de mineurs. Donc il faut ramener en chiffres par rapport au nombre d'habitants, et on va ramener de 60 à 70, 74%. En France, on parle vous avez des droits, et après des devoirs. Moi, je renverserai les rôles, d'abord des devoirs, et après des droits. Et les devoirs, c'est voter. On a acquis, hommes et femmes, le droit de vote. Il faut défendre à mort l'idée. L'inscription doit être systématiquement obligatoire avec les outils informatiques. Il faut actualiser les inscriptions. Et les inscriptions sur les listes électorales, ça doit être dans le domicile principal. Et la question est de dire, commencer peut-être par faire passer une loi qui impose le vote obligatoire aux sanctions amendes. Parce qu'on ne peut pas avoir gesté des droits avant de remplir sa loi. Je vais essayer de ne pas perdre le fil de mon idée parce qu'il y a eu beaucoup d'échos et beaucoup de choses auxquelles je voudrais pouvoir répondre. Mes amis Étienne Chouard, là, avec les antivirus, je le connais bien Étienne parce que du coup on s'est croisés quelques fois. Et pour résumer le fond de la pensée, Étienne dit c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est comme ça la formule officielle. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que c'est quand même assez paradoxal. On a des sénateurs qui ont voté récemment sur le non-cumul des mandats, sauf pour le Sénat, sauf pour les sénateurs. Donc voilà, on ne s'offre pas des privilèges et des passe-droits parce qu'on est en possibilité de faire la pluie le beau temps, la pluie pour les autres et le beau temps pour nous. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'organisation. On a pas le temps du statut de l'élu, oui, c'est évident. Moi je suis issu du privé, je suis commerçant, donc évidemment je ne vous cache pas que pour reprendre la vie normale, c'est pas toujours évident quand on s'investit et d'avoir un peu de temps pour le faire. Donc c'est vrai que le statut de l'élu, c'est une vraie problématique, et la possibilité pour les élus d'écrire les règles qui les concernent, c'est quand même une vraie problématique. Pour
reprendre, pour répondre à ce problème de la Constitution, on a développé un projet avec le citoyen du vote blanc qui consiste justement, donc on parlait des propositions, de fédérer l'ensemble de l'insatisfaction des électeurs, faire en sorte qu'elle ne s'éparpille pas dans l'abstention ou le vote sanction qui profite toujours à quelqu'un d'autre, y compris aux extrêmes. Malheureusement, le Front National, c'est plus voter pour un candidat blanc qui incarne l'action de des blancs, puisque le vote blanc n'est pas reconnu, et ça c'est normal, encore une fois, puisque ce sont les parlementaires qui craignent le vote blanc. Donc automatiquement, la loi qui a été débattue il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est une loi qui a été vidée de son sens. Il ne faut surtout pas qu'ils prennent le moindre risque d'être éjectés si jamais il y avait un vote blanc majoritaire. Donc la loi n'existe complètement pas, et elle n'est même pas applicable, cette fausse loi, à l'élection présidentielle l'année prochaine, puisqu'il y a une loi organique pour que ça se fasse officiel. On a prévu avec les CVB donc de présenter un candidat blanc qui incarne ce refus global, ce rejet global de l'offre politique. On n'est pas dans la proposition, on est dans la fédération du rejet, et ce rejet aurait pour conséquence l'invalidation du scrutin en cas d'élection du candidat blanc. Bien évidemment, il n'est pas là pour prendre le pouvoir, il est là pour empêcher les mauvaises propositions de gagner à notre insu. Donc si nous pouvons avoir ce candidat blanc qui gagne les élections, rêvons un peu, ce candidat blanc aurait pour unique mission de convoquer une assemblée constituante et de redéfinir les règles de la Constitution. Et de se retirer ensuite, bien évidemment, ça a été fait en 45 par De Gaulle, donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas une nouvelle fois. Il y a des modèles qui existent, il y a des élections législatives qui arrivent juste à la présidentielle, il n'y a aucune raison qu'on ne refasse pas exactement le même modèle, ça a fonctionné une fois, ça fonctionnera une nouvelle fois. Donc l'idée c'est de pouvoir, dans un premier temps, incarner ce rejet de toutes les mauvaises offres et de ne pas se retrouver condamné faute de mieux à s'abstenir ou à voter à l'excès pour tel ou tel parti qui n'a pas mérité. Je reviens sur l'idée du vote obligatoire, parce que le vote obligatoire c'est quelque chose qui nous prend au bout du nez, et nous on est concernés directement avec le vote blanc parce qu'on n'arrive pas à dissocier les deux. Malheureusement, le vote obligatoire sans le vote blanc, monsieur, c'est une dictature. Eh bien, il faut reconnaître le vote blanc, merci de le dire, parce que du coup, c'est une évidence, oui, mais pas pour tout le monde. Malheureusement, certains politiques considèrent que la loi actuelle est largement suffisante, ce qui n'est pas le cas. La loi actuelle fait juste que distinguer le vote blanc du vote nul, c'est-à-dire l'erreur du désaccord. Quelques éléments de réponse, et y compris des réponses qui, j'ai bien des éléments de réponse, pas des réponses, peut-être des éléments qui ne vont pas nécessairement faire plaisir. Notamment le premier. On a vu dans la présentation de ma voix, je et nous. Et dans les questions qui ont été posées, à nouveau, cette opposition. Je dis populisme. Le je n'est pas tout mauvais, le nous n'est pas tout bon. Donc, arrêtons de dire que la classe politique est corrompue, est inutile. Arrêtons de dire que la vérité avec un grand L et un grand V est dans le peuple qui, spontanément, aurait la vraie vérité juste. Non, mais je peux répondre. Je peux répondre. Donc, je pense qu'il faut, quand on essaie de raisonner justement sur la refondation de la démocratie, ne pas partir sur cette idée que la société civile, pour aller vite, serait le terreau de la vraie vérité. Il n'y aurait que des choses bonnes, justes, bien à prendre, et que tout deviendrait enfin idéal lorsqu'on aurait dégagé, comme on dit maintenant, les représentants politiques. Je pense que la démocratie, c'est un régime de la mesure, de l'équilibre. Et par conséquent, il faut plutôt apprendre à faire vivre ensemble les deux corps plutôt que d'en tuer un. Donc,
l'idée de présenter je, nous, les bons, les mauvais, n'est pas, en tous les cas, c'est vrai que je suis juriste, vous m'excuserez, mais n'est pas dans ma manière de penser les choses. Je pense plutôt à essayer de faire vivre ensemble des choses qui peuvent être contraires. Je nie pas qu'il y ait des contradictions entre je et nous, mais je pense qu'une véritable pensée, c'est une pensée qui inclut et non pas qui exclut. Et par conséquent, il faut penser ensemble le je et le nous, et non pas la destruction du je par le nous, du nous par le je. Deuxième point, sur la Constitution, puisque des questions ont été posées sur la Constitution. La Constitution de 1958, puisqu'on parle de la France, la Constitution de 1958 n'est pas la cause de tous nos maux. Il y a d'autres constitutions en Europe qui sont différentes de la nôtre, et pourtant en Europe, comme en France, le fonctionnement réel, concret des institutions est le même. Merkel a autant de pouvoir que Hollande, que Cameron, etc. Donc, ne faisons pas porter, je ne suis pas un défenseur de la Constitution de 1958, je dis simplement qu'il faut faire une analyse correcte et pas rentrer dans des confusions d'analyse qui, étant confuses, nous feraient perdre un peu de perspective sur les remèdes. Si on veut réfléchir sur la Constitution, il y a déjà dans notre texte constitutionnel de quoi refonder la démocratie sans avoir besoin nécessairement de rédiger un autre texte, sauf pour le plaisir de dire exactement ce qu'il faut rédiger, etc. Mais je voudrais simplement prendre la déclaration de 1789. L'article 6 de la déclaration de 1789, qui dit ceci: la loi est l'expression de la volonté générale et les citoyens concourent personnellement ou par leurs représentants à l'élaboration de la volonté générale. Quel est le problème? C'est que jusqu'à présent, on a zappé le personnellement. Mais relisez l'article 6, les citoyens concourent personnellement ou par leurs représentants à la formation de la volonté générale. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire un autre texte? Non. Est-ce qu'il y a besoin d'écrire autre chose? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Relisons la déclaration. La déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas un texte qui est derrière nous, comme dit l'hériteur, c'est un texte qui est devant nous. C'est un programme d'action. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous croyez que dans notre société aujourd'hui, on est libre et égaux? Non. Donc cet article 1, il n'est pas derrière, il est devant. Il doit nous inciter à élaborer des politiques publiques pour que précisément les hommes restent, les hommes et les femmes, restent et demeurent libres et égaux en droit. Donc on a dans notre, on a les énergies, les moteurs, dans le texte constitutionnel de 1789, qui est quand même notre référence, qui, je rappelle quand même en passant, est signé par Louis XVI, cette grande déclaration, et qui a été rédigée en présence et sous les auspices de l'État suprême, quand même, pour rappeler, il faut quand même de temps en temps rappeler ces petites anecdotes. Je pense qu'on a là, avec ce texte, de quoi refonder la démocratie en prenant au sérieux ce qui est écrit. Troisième point, déjà qu'on est par là, et toujours dans cette idée de provoquer un peu la discussion, puisque vous disiez qu'on risquait d'être pessimiste. Moi, tout ce que j'ai entendu, beaucoup de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, que ce soit sur la question du vote blanc, sur la question des primaires, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à dégager de nouveaux élus, qui seraient mieux, parce qu'ils ne seraient pas issus des partis politiques, et parce qu'ils seraient issus des citoyens. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre
en scène une classe politique qui sera élue, qui va devenir un professionnel de la politique et qui reproduira la démocratie représentative. Donc, le problème qui est posé, de mon point de vue, je ne dis pas que j'ai des questions. Vous savez, quand je parle, je me demande toujours si j'ai raison. Donc, je ne dis pas que ce que je dis est vrai, je dis simplement que les propositions que vous faites reposent sur l'idée qu'on va refonder les choses sur le suffrage universel et qu'il faut le vote blanc et qu'il faut que tout le monde vote, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui est posée, aujourd'hui, n'est pas celle de savoir si le suffrage universel reste le marqueur de la qualité démocratique d'une décision ou d'une société? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que légitimité électorale et légitimité démocratique sont synonymes? Pour moi, non. Elles l'ont été, elles le sont. Je pense qu'aujourd'hui, l'origine du pouvoir n'est pas suffisante pour qualifier une décision d'une société ou d'une institution de démocratique. Il y a un autre critère qui est les conditions d'exercice du pouvoir. Pas l'origine, mais les conditions d'exercice du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est exercé de manière impartiale? Est-ce que le pouvoir est exercé de manière réfléchie? Est-ce que le pouvoir est exercé en tenant compte de la singularité des histoires personnelles et sociales? Donc, la question est moins aujourd'hui celle de l'origine du pouvoir, le suffrage universel. Je suis d'accord qu'il faut l'améliorer, bien entendu. Mais si on passe du bricolage à la refondation, je pense qu'il faut réfléchir comme on l'a fait au XVIIIe siècle. Souvenez-vous, quand on est passé de la légitimité de droit divin, c'est bon parce que ça vient de Dieu, à la légitimité de droit électoral, c'est bon parce que ça vient du peuple. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un troisième temps, une autre forme de légitimité que je ne sais pas dénommer, qui est celle des conditions d'exercice du pouvoir, et non pas de l'origine, soit divine, soit électorale. Alors, quelques exemples, ça veut dire quoi? Par exemple, un statut constitutionnel pour les lanceurs d'alerte civique. Tous les problèmes aujourd'hui, toutes les grandes questions dont on débat ont été lancées, si vous voulez dire, par les lanceurs d'alerte civique, que ce soit l'affaire des laboratoires, que ce soit l'affaire de la saucisse de l'Institut, que ce soit les médecins siliconnés, que ce soit l'affaire Snowden, que ce soit l'affaire de HSBC, Mafiani. Qui a soulevé les problèmes? Les citoyens ordinaires, réels, qui existent physiquement et qui, dans leur travail, se rendent compte qu'il y a un problème et qui lancent et qui interpellent la société et les élus pour qu'ils se saisissent des problèmes. Et là, je propose de donner aux lanceurs d'alerte civique un statut constitutionnel parce que, là aussi, attention, essayons de voir la complexité du problème. Un lanceur d'alerte, c'est très sympa, mais ça pose des problèmes. Le problème, c'est respect de la vie privée. Le problème, c'est la délation. Et par conséquent, il faut bien que le droit se saisisse de cette question pour que celui qui va alerter la société sur tel et tel dysfonctionnement d'une entreprise, d'une collectivité, puisse trouver les moyens de s'exprimer sans encourir de reproches, sans être mis au placard. Donc, il faut trouver le problème, comment dire, je ne sais pas, moi je parle personnellement dans l'article 6. Je n'ai pas besoin de rédiger votre constitution. L'article 6 me suffit, la déclaration me suffit. Et en revanche, ce sur quoi je réfléchis, c'est comment traduire institutionnellement le personnellement. On a su traduire, on élabore la loi par des représentants, un conseil, une assemblée nationale, un sénat, tout ça, très bien. Mais on a zappé complètement une réflexion sur comment faire vivre le personnellement. Alors le personnellement, je le fais vivre par lanceur d'alerte éthique. Je peux le faire vivre aussi, et je passais, toujours en droit, je parle, comme on dit, je parle à partir de mon expérience.
qui est celle des cours d'assises. Hein. Les cours d'assises, il y a des jurés qui sont tirés au sort sur les listes électorales, et par conséquent, on permet par le tirage au sort aux jurés de se prononcer sur la condamnation, le jugement de leurs concitoyens. C'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme. C'est pas le tirage au sort en soi qui est bon. Bon. Ce qui est bon, c'est que ceux qui vont être tirés au sort vont ensuite discuter, délibérer. Simplement, et je passe la parole, je vous donne. Non mais alors, je donne le film. Regardons à nouveau, les 12 hommes en colère. Regardez les 12 hommes en colère. Et vous voyez bien qu'au niveau du droit, hein, ce sont des jurés qui sont tirés au sort. Et ce n'est pas le problème du tirage au sort, c'est que ces citoyens vont se mettre à discuter. Ils vont délibérer. Hein. Ils rentrent dans la salle, chacun avec ses problèmes. Il y en a un qui dit, moi j'ai un match de foot à 8 heures, oui, donc vous n'allez pas m'embêter, hein, il est coupable. Si on garde longtemps, ma femme va aller voir son amant, donc il faut mieux que je rentre tout de suite. Donc chacun est pris par ses problèmes. Et puis avec la discussion, avec la délibération, on arrive à une autre décision. Donc je crois qu'il y a là des pistes intéressantes au-delà de l'élection. Je suis d'accord pour améliorer le mode de scrutin, je suis d'accord pour tout ça. Mais c'est pas comme ça qu'on refondera une démocratie. Je veux faire une parenthèse de quelques secondes en vous mettant sous vous et vous, mademoiselle, et ces messieurs, je vais passer la parole. On voit bien aujourd'hui sur quoi on bute. Il y a deux choses. Il y a ceux qui sont autour des nouvelles possibilités qu'offre le numérique pour toucher les citoyens et les mettre en mouvement. Et il ne faut pas rejeter ça car c'est un outil. Mais ça n'est qu'un outil. Et puis il y a ceux qui savent que cet outil existe et qui veulent promouvoir des projets de réforme importants parce que la société le réclame. Ces deux versants de la même montagne doivent maintenant se rapprocher et travailler ensemble, quitte à rester chacun chez soi, mais on ne servira à rien sauf à sa petite promotion dans le journal local, et encore ils s'en moquent en général, si nous n'entamons pas une profonde responsabilité civique qui consistera à sortir chacun de nos cellules, de nos alvéoles pour se mettre autour d'une table et commencer à travailler dans le sens que disait le professeur. J'étais très touché par une chose que vous avez dit, et qui est la question des lanceurs d'alerte. J'ai proposé, il y a maintenant 2 ans au Parlement européen, ce qu'on appelle une résolution, déclaration écrite, ramasser des signatures, et s'il y a plus de 350 et quelques, transformer ça en une proposition législative. Je voulais que l'Europe, l'Union européenne, notre projet européen, protège les lanceurs d'alerte par un passeport européen et qui leur permette de circuler librement sans être sous le coup du FBI, ou en tout cas de la NSA américaine, et je ne sais pas, ou de la CIA en l'occurrence. Eh bien, je n'ai pas eu un niveau, j'ai perdu cette bataille. Je recommencerai. Parce que je veux dire très clairement une fois de plus, que vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des bienfaiteurs de l'humanité civique, ces gens-là. Ils ont dénoncé ce qu'aucun système, même pas les médias. Volkswagen, c'est pas les médias qui l'ont trouvé. C'est qu'ils l'ont échec. Il faut savoir ça, et donc on doit protéger, si on respecte la société dans laquelle nous vivons, qui a besoin de vérité, de réalité. Je ne suis pas un assassin. Nous devons protéger. On n'a même pas trouvé, aucun pays n'a trouvé le moyen de protéger M. Snowden. Aucun pays n'a trouvé le moyen de protéger la partie dénonciation de M. Julian Assange. Je ne parle pas de son histoire suédoise de viol ou pas de viol. Ça, c'est autre chose, il est passé d'une enquête pour des arguments. C'est quand même épouvantable. Ça veut dire que ce que nous disons, ce que nous braillons sous les très hauts, sur les vertus françaises de liberté, égalité, fraternité, solidarité et le reste, c'est un slogan, c'est pas vrai, et l'Union européenne dit tout. Et c'est quand même terrible de voir ça. C'est des gens qu'on laisserait retourner dans leur pays pour qu'ils terminent leur jour en prison, en réalité, Snowden, s'il se fait attraper par les Américains, il terminera ses jours en prison. Et s'il tombe dans un état où il y a pire, méfions-nous quand même. Vous voyez? Et cette chose-là, mesdames, messieurs, ça suffit. Et il faut réfléchir en termes de puissance politique et pas uniquement en termes de bruit numérique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand le décision chez nous sort dans une assemblée constituante, je proposerais ça illico. Je ne suis pas contre. Hein. Je suis pour une grande mixité des corps sociaux. D'abord. Et peut-être qu'un système
peut l'améliorer. Moi, je n'ai pas dit que je réfléchis. Je n'ai pas. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à M. Rousseau par rapport à l'opposition du nous et du je. C'est pas nous qui la faisons, qui la montons cette opposition et qui la proposons. On ne fait que la constater. On constate l'hégémonie du monde politique, l'hégémonie du jeu, qui écrase avec un déséquilibre énorme la présence du nous. C'était juste un constat. On ne souhaite pas spécialement opposer le monde politique ou dégager quelques députés que ce soit. On souhaite juste proposer. On peut en dégager quelques-uns. On peut en dégager quelques-uns, mais ce que je veux dire, on peut rééquilibrer. Voilà. Vous parliez de nuance tout à l'heure. Moi, je vais vous parler d'équilibre. On peut rééquilibrer aussi par rapport à différentes facettes de la société qui ne sont pas présentes, au sein des assemblées. Voilà. Je pense que je voulais peut-être prendre la parole. Donc, juste pour continuer un petit peu en fait sur les solutions en fait que propose ma voix, parce que c'est vrai que le premier slide qu'on a montré tout à l'heure, c'était vraiment en fait le constat à partir duquel on a constitué ma voix. C'est vrai que l'idée de ma voix, c'est vraiment une expérimentation démocratique. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, mais on essaye. On est des bonnes volontés, on a effectivement en tête d'améliorer les choses, d'améliorer un peu le système, mais effectivement, on essaye. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de hacker l'Assemblée nationale en faisant élire des citoyens volontaires, formés, effectivement. On est tout à fait d'accord sur l'idée qu'on ne s'improvise pas à la législation, donc il faut être formé. On est en train de mettre en place des séances de formation en ligne pour le faire, et tirer au sort. Donc ça rejoint peut-être un petit peu certaines idées des antivirus, qui est de dire effectivement, aujourd'hui le système tel qu'il est montre certaines dérives, et le tirage au sort permettrait peut-être d'en limiter certaines. C'est pas une solution magique et parfaite, mais elle limiterait un certain nombre de désavantages qu'il y a dans le système électoral, qui effectivement est forcément orienté sur l'argent. Il faut de l'argent pour se présenter, il faut de l'argent pour se faire élire, alors que chacun peut effectivement avoir son mot à dire. Et c'est vrai que ce qui m'énerve le plus, c'est effectivement d'avoir deux catégories dans la population, les sachants, les élus, ceux qui sont effectivement maîtres du monde, qui savent mieux que n'importe lequel des autres, qui ont la vérité, alors que chacun peut avoir effectivement son mot à dire, c'est son expérience, et voilà, on est tous en théorie égaux. En pratique, il y a ce sentiment de supériorité et d'infériorité qui écrase en fait quand même beaucoup les petits gens. Voilà, c'était un petit peu pour essayer de redonner un petit peu d'idées sur cette notion et sur les solutions que propose ma voix. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter en fait un renouveau, un débat, de discuter effectivement, de partager en fait des idées, de voir comment on peut les faire avancer, avec une idée où la personnification en fait de la politique nous paraît néfaste pour le pays. Après, c'est notre position. Je voulais juste revenir sur ce que disait M. Rousseau sur la primaire par exemple. On n'est pas une primaire citoyenne, on est une primaire ouverte à tous les talents donc, issus du parti politique ou des citoyens. Donc on n'est pas là en train de dire on veut un tout société civile qui remplace. On est conscient qu'un État c'est compliqué à diriger, c'est on prend du coup, comme vous avez dit, M. Et donc, on veut simplement faire émerger les talents politiques qui ne peuvent pas aujourd'hui s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas suffisamment avancé dans leur parti. La société civile. Alors après, je voulais revenir aux trois questions qui étaient là, qui sont très intéressantes en fait. Alors, nous, on n'a aucune idéologie là-dessus, on ne revendique rien. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on veut faire émerger des personnes qui pourront éventuellement proposer ça. Et il y a un point technique tout simple, c'est qu'il faut être pragmatique, c'est une question de séquencement. Aujourd'hui, si vous voulez créer un Sénat citoyen, faire du tirage au sort, etc., vous faites comment? Soit il y a une volonté politique, et je ne crois pas que le pouvoir politique ait envie de se scier la manche sur laquelle il est assis, soit vous mettez des têtes sur des pics et vous renversez la table. Et dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc, nous on croit, ça marche en 1789, en tout cas, nous ne croit pas, nous croit à la révolution bienveillante. Donc l'étape 1, c'est de mettre au pouvoir
des gens qui sont empreints de démocratie participative et qui vont peut-être être au-delà de l'existence. Tu comprends, il y en a deux qui prennent le train. Alors, j'en ai pour une minute. Tout le monde va se j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu. Exactement, mais moi je crois, je suis peut-être naïf et trop au bon sens quand même. À partir du moment où on permet aux gens de vraiment s'impliquer dans la politique, vraiment de pouvoir choisir ceux qui veulent pouvoir se représenter, pas ceux qui, moi je suis fort, c'est ceux qui sont capables de convaincre ceux qui ont fait, ceux qui sont capables de convaincre sur des choses concrètes, parce qu'ils ont fait ou pas ce qu'ils promettent. Et après, on peut imaginer plein de solutions pour le référendum populaire, etc. Mais nous, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Je vous avoue, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a 1000 solutions possibles. En revanche, il faut permettre de tester. Et aujourd'hui, on ne peut pas le tester parce que... Très très vite, je voudrais juste réagir par rapport à l'idée qui pourrait se faire de notre action vis-à-vis du vote blanc. On est là juste pour défendre un outil, on n'est pas là pour inciter les gens à voter blanc, on sait très bien que pour l'instant ça ne sert à rien, et la loi prévu que ça ne servira à rien. On est là pour permettre ce choix, on veut que le choix soit offert. Et donc, on n'est pas en opposition avec les partis politiques, on est là pour en exiger la qualité. On est là pour défendre le droit au désaccord, et à partir du moment où on rétablit un dialogue entre l'électeur et l'élu, à travers un outil qui dit vos propositions ne nous conviennent pas, on en veut d'autres, parce qu'on est des citoyens exigeants, c'est pas du nihilisme le vote blanc, c'est de l'exigence citoyenne, c'est de l'exigence civique. Donc on dialogue avec le politique, qui nous propose depuis très longtemps soit les mêmes propositions que les propositions notamment des Suèdes qui sont passées, et on leur demande, proposez-vous autre chose, prenez en considération nos attentes citoyennes, et c'est vous les pros de la politique, c'est vous qui avez les compétences, c'est vous qui avez le savoir de la loi, donc proposez-nous quelque chose de beaucoup plus adapté à nos revendications. Et ce dialogue est constructif, et on tient la politique à nous. J'appelle à ce qu'on travaille ensemble. Tout simplement, pour une raison simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une émergence extraordinaire des outils. Un outil ne peut pas être processé, il faut aussi construire la pensée, proposer la pensée pour que les citoyens que nous sommes, et surtout que vous êtes, se repolitisent au sens vraiment constitutionnel du terme, c'est-à-dire de deux manières. On dit ça c'est bon pour nous, ça c'est une erreur. D'ailleurs, ça a déjà été fait, ça n'a pas marché. Car si on ne redonne pas une sorte d'éducation politique en proposant des thèmes de gouvernement, de réforme, pour changer ce qui ne va pas et conserver, c'est quand même une chose bon. Là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Eh bien, nous irons vers une très grande dérive qui amènera à une explosion dont on ne sait jamais si on sort. Et moi, je suis fasciné par le fait de voir que maintenant, le désarroi est tel que c'est l'outil qui a pris le pas spectaculaire sur la pensée. Il faut ramener les gens à penser. Ils savent penser, ils peuvent penser. C'est seulement une question d'expression. Et c'est vraiment très important. Excusez-moi de lever l'encre. Merci à une dame qui ne veut pas qu'on la cite d'avoir organisé avec son équipe, que je ne connais pas par cœur, que Mme Françoise Carré-Toussaint, d'avoir organisé cette rencontre. Voilà, elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Si vous me permettez, les pouvoirs se font. C'est ce que je pense ce soir un peu qu'elles se font. Vous voulez du changement? N'attendez pas de ministre. Regardez des informations dans les quelques jours qui vont venir. La charte de l'élu national, 925 sénateurs et députés vont recevoir cette charte. Alors, cette charte, il y a un certain nombre de questions qui vont nous permettre à nous de nous mobiliser et avec l'aide de tous les mouvements citoyens, nous allons enfin pouvoir connaître les réponses à des informations que nous n'avons pas. J'ai entendu dire tout à l'heure que les mouvements citoyens étaient au centre. Non, non, non. Les mouvements citoyens ne sont pas au centre. Ils sont au cœur de la nation. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc suivez bien ces événements à partir de semaine prochaine. Sur ce, excusez-moi, excusez-nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être venus. J'espère que ce genre d'expérience, on pourra la reconduire, la refaire, non seulement à Lyon, mais un peu partout en France. L'objectif de l'Agora 2017, c'est d'être un point de rencontre de l'ensemble des initiatives. Vous avez vu qu'il y a plein d'idées, et ça se fait de partout. Il y a recensé une centaine d'initiatives citoyennes.
de toute nature. Je fais référence notamment à l'association Canol, qui est ici très bien représentée, qui a parfaitement son rôle en tant qu'association citoyenne de veille, qui a sa place dans un cursus de contrôle des citoyens sur nos élus, de contrôle continu, avec mise en place du référendum d'initiative citoyenne, par exemple, dont on a assez peu parlé ce soir. Donc il y a beaucoup de choses, des choses qui s'imbriquent, plein de solutions. Il faut qu'on soit tous, toutes les initiatives citoyennes, mouvements, think tanks, outils numériques, qu'on se mette autour d'une table, qu'on soit d'accord pour discuter et pour trouver des solutions, parce qu'il y a urgence. Et donc Agora 2017, c'est pour ça, c'est pas un mouvement politique, c'est même pas une association, c'est la co-construction, tous ensemble, d'un renouveau et d'une solution pour nous tous.